Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à la conception de fusées. Et ça, c'est super cool. Et la plupart du temps, ce sont des jeunes, voire même des très jeunes, qui s'y intéressent. Il suffit de voir l'orthographe de certains commentaires pour s'en douter. Mais pour moi, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas le droit de s'intéresser aux fusées, ou que l'on n'a pas le droit de concevoir des fusées. Du moment qu'on est accompagné d'un adulte responsable pour pouvoir assumer s'il y a une merde, et que l'on respecte la législation en vigueur, et bah, il y a zéro souci. D'ailleurs, si vous vous posez des questions sur la législation, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet, je vous la mets en description. Il y a aussi dans les fiches. Non, là où ça me gêne, c'est que la plupart du temps, les questions sont tournées autour d'une chose, la conception des moteurs. Avec le fameux « comment on fait du Rocket Candy ?» Et ça, bah, ça me pose deux problèmes. Le premier, c'est que, j'ai jamais réellement fait de Rocket Candy sur cette chaîne. Et d'ailleurs, je sais pas vraiment pourquoi on me pose la question. Je suis le premier à dire que j'utilise des moteurs que j'achète dans le commerce. Mais surtout, je ne pense pas que c'est par là qu'il faut commencer. Bien évidemment, le Rocket Candy, c'est super dangereux. Je le rappelle, le Rocket Candy, c'est un mélange pyrotechnique qui brûle à très haute température, et surtout qui brûle sans oxygène. En gros, vous ne l'éteindrez pas en essayant de l'écraser, ou en essayant de vider un extincteur conventionnel dessus. J'ai déjà fait l'expérimentation pour le prouver en plus, et je le confirme, ça ne marche pas. Mais bon, imaginons que vous soyez sûr de vous, et que vous n'ayez pas peur des risques. Et bah, même là, je pense que c'est une mauvaise idée de commencer par là. Parce que faire du Candy Rocket, c'est pas aussi simple que ça. Il va falloir en faire des expérimentations avant d'avoir un truc vraiment stable. Et c'est là où ça va être problématique. Au bout d'un moment, vous allez arriver à un stade où ça va vous saouler, et donc vous allez abandonner. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé, donc du coup, j'ai acheté des moteurs tout faits. Parce que les moteurs tout faits, faut pas l'oublier, c'est quand même quelque chose de vachement pratique. On a un truc qu'on achète et qui est fiable, qui fonctionne. Il y en a certains qui disent que c'est plus cher. Là encore, c'est faux. Parce que toutes les expérimentations que vous allez faire, va vous coûter une blinde. Que ça soit en temps, mais aussi en matériel. Mais du coup, je fais mon rabat-joie, mais c'est quoi la solution? En fait, c'est de ne pas se soucier du moteur, et de l'acheter une fois que la fusée est terminée. Comme ça, vous serez sûr d'économiser un paquet de pognon. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait. On va réaliser une fusée full imprimable en 3D et open source. Comme ça, si vous voulez la reproduire chez vous, c'est facilement faisable. Cette fusée est la plus simple que j'ai réalisée. Elle est tellement simple que si vous voulez la reproduire, il suffit de récupérer les modèles 3D et de les imprimer chez vous. Bon, le seul truc un peu chiant, c'est qu'il faut une imprimante 3D, c'est vrai. Mais pour ma défense, aujourd'hui, les imprimantes 3D coûtent vraiment pas cher. Comptez entre 100 et 200 € pour avoir une imprimante 3D qui tient la route. Mais vraiment, hein. La mienne, je l'ai achetée en 2017, ça fait à peu près 5 ans. Bon, je l'ai pas mal bricolée et réparée, mais elle m'a coûté que 130 € à l'époque. J'estime qu'aujourd'hui, c'est un des outils primordiaux si vous voulez vous lancer dans le making. Ça va vous économiser un paquet de temps, faites-moi confiance. En plus, ça coûte le prix d'une perceuse, donc bon, vous allez pas faire chier. Bref, une fois la fusée imprimée, on se rend compte qu'elle est constituée de deux blocs. Le bloc A, dans lequel on va mettre le moteur et sur lequel est fixé l'empennage, c'est les ailerons. C'est aussi sur ce bloc que l'on va pouvoir coller le guide qui va permettre de fixer la fusée sur sa rampe de lancement. Et au-dessus du moteur, on retrouve une grande zone vide dans laquelle on va pouvoir stocker le parachute pendant la durée du vol. Après ça, on a le bloc B. Alors, il est constitué d'un long tube surmonté d'un nez qu'on peut retirer. Ce bloc va nous servir de cage à équipement. C'est ici que l'on va stocker les expériences ou le matériel scientifique que l'on souhaite. Bah oui, quitte à faire une fusée vachement simple, autant qu'elle nous serve à quelque chose à un moment. Donc vous risquez de la revoir dans les futurs épisodes. Mais bien sûr, cette zone pourra être complètement vidée, c'est pas un problème. Le tout nous donne une fusée de 37 cm de haut pour 30 mm de diamètre. L'intérieur de la cage à équipement fait 16 cm de haut pour à peu près 28 mm de diamètre interne. Pour une fusée de ce gabarit, ça fait pas mal de place, hein. Vous pourrez mettre tous les composants dont vous avez besoin. Pour le parachute, j'ai fait comme d'habitude. Je découpe un carré dans une couverture de survie. La plupart du temps, c'est entre 20 et 30 cm de côté. Je fais 4 trous dedans, histoire de pouvoir fixer les tendeurs du parachute. Pour les tendeurs, j'utilise de la ficelle pour bracelet brésilien. Non, c'est pas une blague. Ça marche très bien. Je relie le tendeur principal à deux petites ficelles que je vais fixer à l'extérieur des deux parties de notre fusée. Oui, le parachute est fixé à l'extérieur. C'est un peu sale, mais ça marche très bien. Ça évite de complexifier le modèle 3D pour rien. Et surtout, c'est très compliqué d'essayer de faire passer une ficelle au fond d'un modèle 3D. Essayez chez vous, vous allez voir. Surtout qu'avec ce gabarit de fusée, ça pose pas vraiment de problème au niveau de l'aérodynamisme. En tout cas, grâce à ces deux petites ficelles fixées à l'extérieur de la fusée, on récupère les deux parties de la fusée. Et ça, c'est très cool. Si, bien sûr, il y a des pièces qui sont un peu trop mobiles avant le vol, je vous conseille de les relier avec du scotch. Typiquement, le nez de la fusée, vous pouvez le scotcher, surtout que ça n'a pas besoin de s'ouvrir, donc ça sera pas un problème. La dernière chose très importante, ça va être le moteur. Et là, on a le choix. La fusée doit absolument fonctionner avec un moteur qui est équipé d'une charge d'éjection. Il existe plein
de moteurs différents, mais c'est bien organisé, ils ont tous une nomination particulière. Je vous redirige encore une fois vers la vidéo qui traite de la législation des fusées, où j'explique tout en détail. Pour notre fusée Avid, je conseille l'utilisation d'un moteur B4-4. C'est un petit moteur qui va pousser à 4 newtons, ça fait à peu près 400 grammes de poussée, pendant 1,2 secondes. Oui, ça fait peu de temps, mais c'est déjà pas mal. 4 secondes après la poussée, le moteur mettra à feu sa charge, qui éjectera le parachute. Pour ce qui est du montage de la fusée, il est super simple. Tout d'abord, on va encastrer le moteur dans la fusée. Après ça, on va mettre une bourre en papier entre le moteur et le parachute. C'est pour éviter que lors de l'éjection, le parachute ne fonde avec la chaleur de l'explosion. On va plier le parachute d'une certaine manière. Je vous le filme, parce que c'est assez compliqué à exprimer comme ça, et j'essaierai aussi de vous trouver des tutos que je mettrai en description. Je crois qu'il existe plusieurs méthodes, moi j'ai la mienne, elle fonctionne très bien. Une fois le parachute installé dans la fusée, on peut refermer le bloc A avec le bloc B. Pour la rampe de lancement, j'utilise une tige en aluminium de 8 mm de diamètre pour 1 m de long, que je plante de 10 à 20 cm dans le sol, selon la nature du sol. Si vous avez un sol très mou, je vous conseille de bien l'enfoncer. Si vous avez un sol bien dur, 10 cm, ça devrait faire l'affaire. La dernière étape, c'est le démarreur électrique. On va encastrer le démarreur électrique dans le moteur, puis le relier à notre bobine de câble, qui va nous permettre de mettre de la distance entre nous et la fusée. Une fois à bonne distance, on peut connecter une batterie sur le démarreur électrique. Prenez au minimum 5 volts, comme ça vous serez sûr que ça marchera. Ou une grosse pile 9 volts, avec ça vous aurez aucun souci. Bon maintenant qu'on a une fusée qui est prête à décoller, c'est parti pour le test. C'est assez particulier, mais ça va pas péter. Ça fait comme ça, ma caméra. Ça fait un bruit de gros bourdon. What the fuck? Combien de temps? Hop, voilà. Alors, ça va fini sur la tête. Ça, c'est une Oui. Nickel, bien joué Fanny. Merci à tout le monde. Au moins cette journée n'est pas un échec grâce à cette fusée. Ah non, je la vois pas. Wow. Alors il est en torche. Tac. Bon, on a une fusée qui vole super bien. L'avantage, c'est qu'elle est super bien pour démarrer les micro-fusées. Elle ne va pas trop haut, ce qui est plutôt pas mal pour commencer, puisque le vent ne va pas l'emporter trop loin. Ça vous permettra de la récupérer et pas de la coincer dans un arbre. Le vol suit aussi une trajectoire correcte, ce qui est toujours mieux. Le seul petit point négatif, c'est les traces d'usure sur le parachute. Il y a un peu de frottement avec les modèles 3D au moment de l'éjection, qui fait que ça use le parachute au niveau de ses œillets. Du coup, faut remplacer le parachute tous les 2-3 vols. C'est vraiment une petite fusée qu'on peut facilement transformer en fusée sonde. Donc, n'hésitez pas à commencer par ça. Au moins, vous serez sûr de pas vous dégoûter en essayant de faire des mélanges douteux qui marcheront pas. Et ça vous fera économiser un paquet de temps. Je sais qu'il y en a certains qui veulent courir avant d'apprendre à marcher, mais là, ce que vous risquez de faire, c'est juste perdre des jambes. Donc, faites ça, c'est beaucoup mieux. Je rappelle que pour tout tir de fusée, vous ne devez pas dépasser les 150 mètres au-dessus de tout obstacle et avoir l'autorisation du possesseur du terrain sur lequel vous voulez faire décoller la fusée. Voilà tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était un petit épisode en attendant la suite du projet Jules Verne. On a rencontré quelques soucis, mais vous allez vite avoir des news. On reviendra dessus dans 2 semaines. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. C'est grâce à ça que la chaîne vit. Je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous m'avez fait sur TikTok. On est en train de crever le plafond très clairement. J'ai déjà dépassé mon nombre d'abonnés YouTube en à peu près 2 semaines. Donc merci à tous de m'avoir suivi là-bas. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, vous retrouverez mon compte TikTok en description ainsi que mon compte Instagram. C'était Sirius, prenez soin de vous et je vous dis à plus.